Donc bonjour à tous. Donc, moi je suis Sébastien Couette, maître de conférence EPHE et qui travaille donc au sein du laboratoire biogéosciences à Dijon. Et je travaille sur les primates actuels et fossiles. Et ma présentation arrive. Ouais, ça marche. Ouais, peut-être, elle va arriver. Ouais. Bon, c'est extrêmement confidentiel, bien sûr. Ah voilà, ça va. Merci beaucoup. Donc, biodiversité systématique chez les primates, parce que c'est le groupe que je connais. En fait, je vais vous reparler de choses qui ont été mentionnées ce matin. Donc, on sait évidemment qu'il y a un impact significatif des changements climatiques et des activités anthropiques sur la biodiversité. Et bien évidemment, ça impacte aussi l'ordre des primates. Vous savez sans doute que l'ordre des primates, c'est le troisième ordre de mammifères le plus diversifié, après les chiroptères et les rongeurs. Et donc, parmi ces primates, il y a des espèces emblématiques qui sont fortement menacées. On peut citer comme exemple, parmi tant d'autres, le gorille des montagnes, donc d'Afrique, le macaque nègre d'Asie ou le tamarin lion d'Amérique du Sud. Donc si on regarde la liste, la fameuse liste rouge IUCN, 125 espèces de primates sont classées comme en danger, 65 espèces sont classées en danger critique. Et en 2017, il y a un collectif de primatologues qui a publié une étude qui faisait un peu le point sur les menaces, les risques sur ce groupe de mammifères, et qui montrait d'abord que tous les hotspots de biodiversité dans lesquels on va trouver les primates sont touchés par ces menaces. Et puis, si on regarde les différentes familles, comment les familles sont impactées. Alors ici, vous avez ici les familles, les différentes familles de primates. Et puis le petit carré jaune ici correspond au statut de danger critique. On voit que ce danger critique, il est présent chez pratiquement toutes les familles, sauf cette famille un petit peu particulière qui est celle du aïaï, où il y a un genre, une espèce qui n'est pas encore en danger critique, mais qui, je ne l'espère pas, mais qui pourrait ne pas tarder. Et donc, dans les familles les plus impactées, on trouve la famille des hominidés ici, la famille des lémuridés, qu'on trouve ici, donc qui est une famille malgache, la famille des indridés, aussi à Madagascar, donc il faut juste que je la retrouve, elle est là, et la famille des ilobatidés, avec ici le houlok, et qu'on trouve ici. Voilà. Donc si on regarde un petit peu toutes ces statuts, toutes ces menaces sur l'arbre phylogénétique des primates, eh bien, on se rend compte que je ne sais pas si ces menaces sont faites au hasard ou, un petit peu comme disait Emmanuel tout à l'heure, ou de façon sélective, mais on se rend compte que ça impacte l'ensemble de la roue phylogénétique ici. Donc, on le sait, c'est un groupe qui est fortement menacé. Pardon, j'ai oublié un truc. Et donc, ce collectif, qui est donc Estrada et collaborateurs, conclut cette étude en disant que d'ici 25 à 50 ans, l'ensemble des singes, alors ce n'est pas tous les primates, c'est une partie des primates, l'ensemble des singes aurait disparu. Alors, parallèlement, le nombre d'espèces de primates ne fait qu'augmenter. Donc, c'est ce qui a été mentionné ce matin. D'ailleurs, on en parlera aussi demain. En 1967, étaient décrites environ 190 espèces. En 1977, environ 300. En 2001, environ 450. Et puis en 2017, avec cette étude, il y a eu d'autres études publiées depuis là, plus de 500 espèces. Donc comment est-ce qu'on peut comprendre qu'en 60 ans, on fait plus que doubler la diversité spécifique ? Bien, je vais vous montrer un petit peu, je vais vous illustrer un peu ça.
à travers quelques exemples. Ici, l'exemple du tarsier, hein, un petit primate nocturne d'Indonésie. Donc voilà, en 1953, on connaissait 3 espèces de tarsiers, un genre, 3 espèces. Et puis, au cours des travaux, au cours des révisions, eh bien, on voit qu'on arrive, par exemple, en 2014, à 3 genres et de nombreuses espèces. Alors, c'est un exemple, en voilà un autre. Chez les calicèbes, c'est des petits singes d'Amérique du Sud. En 1963, on connaît un genre et 3 espèces. En 2016, sont décrites 3 genres et 34 espèces, qui fait le groupe le plus diversifié parmi les primates actuellement. Donc en fait, comment on comprend ça? C'est assez simple, hein. Même dans un groupe de mammifères qui est largement étudié, assez étudié, bien connu, eh bien on découvre de nouvelles espèces. Donc par exemple, en 2017, moi j'ai participé à une étude qui décrivait une nouvelle espèce de galago. Alors, c'est assez sélectif, hein, dans ces groupes. Quand on travaille sur les grands singes, c'est pas comme quand on travaille sur, je sais pas moi, ces petits animaux ici. Les intérêts sont un petit peu différents. Et donc chez les galagos, les galagos, vous les connaissez peut-être, hein, c'est des petites formes qu'on trouve en Afrique, qu'on appelle en anglais les bush babies. Vous verrez tout à l'heure pourquoi, mais je peux vous le dire, le bébé du bush, parce qu'ils émettent des vocalisations qui sont très semblables à des pleurs de bébé. Et donc a été décrite une nouvelle espèce dans les forêts d'Angola, une espèce qu'on ne connaissait pas. C'est des animaux qui sont extrêmement compliqués à observer. Vous avez peut-être par contre entendu parler en 2017 d'une étude de Natter et collaborateurs qui décrivait une nouvelle espèce d'orang-outan, la 3e espèce d'orang-outan. Donc là c'est un petit peu particulier. Cette espèce d'orang-outan, cette population qui constitue cette espèce d'orang-outan était connue. Elle était regroupée sous une autre espèce, Pongo abeli, mais à la suite d'une synthèse de résultats issus de plusieurs méthodes, on a décidé que cette population, ces quelques individus, faisaient partie d'une espèce à part entière. Donc, en fait, tout ça, ça nous ramène au concept d'espèce. Alors, je vais peut-être dire des choses un peu générales, des choses que vous connaissez tous, mais en fait, on peut réfléchir à ce que c'est qu'une espèce. Encore une fois, on en a parlé un petit peu ce matin. Donc, Ernst Mayr, en 1942, décrit le concept d'espèce biologique comme un groupe de populations naturelles, interfécondes, et qui sont isolées reproductivement d'autres groupes. Qu'est-ce que ça veut dire très clairement, hein? Ça veut dire qu'ils ont beau essayer, le chat et le chien sont isolés reproductivement, ça ne marchera pas. Okay? Mais ça, on le comprend très très bien, on l'enseigne à l'école, tous les enfants ont bien compris ça, sauf que il y a plein de limites à ça. Ça ne marche pas tout le temps. Parmi les limites, donc on sait que l'isolation reproductive, hein, c'est quelque chose de très très important. Mais parmi les limites, ce concept d'espèce n'intègre pas l'idée d'hybridation. Et on se rend compte qu'il y a énormément d'hybridation, hein, parmi les populations et entre les espèces. Et puis, ce concept d'espèce est particulièrement approprié à la reproduction sexuée. Or, la reproduction peut être autre chose que sexuée. Donc, ça reste un concept plutôt facile, parce qu'on le comprend bien, hein, on peut l'enseigner, ce n'est pas un problème, mais il est assez restrictif. Ce qui fait que, Emmanuel l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, on a entre 20 et 30 concepts d'espèces qui sont énoncés. Ces concepts d'espèces sont tous valables, tous applicables, hein, à certains organismes, à certaines conditions particulières, ou à certains intervalles de temps, par exemple. On a vu que l'espèce paléontologique pouvait pas forcément être bien comprise comme un concept d'espèce pour des espèces actuelles. Alors, je ne vais pas rentrer dans les 26 ou 27 concepts d'espèces, ce n'est pas très intéressant. Par contre, comment ça se passe quand on découvre une nouvelle espèce?
Ça se passe comme on voit dans les différents livres que nous ont fournis les naturalistes. En général, on va nommer cette espèce, on va définir un spécimen type, hein, c'est le spécimen de référence. Donc vous voyez, par exemple, ici, je vous illustre, on est toujours chez les galagos, je vous illustre le néotype. Pourquoi le néotype? Parce que le type avait été perdu, en tout cas pour cette espèce de Galagoides demidov. C'est un truc assez rocambolesque, on pourrait en faire un film. En tout cas, il a été perdu, ce type. Donc on a défini en 2018 un néotype. Donc ce spécimen fait référence, on a une illustration et on a une diagnose. Et c'est là où ça peut devenir très compliqué, une diagnose. Donc une diagnose, c'est quoi? C'est une description des caractères qui vont nous permettre de reconnaître cette espèce parmi les autres. Eh bien, cette diagnose, pardon, j'ai loupé une chose. Cette diagnose, on va en parler parce que ces caractères, quelquefois, sont extrêmement durs à identifier. Alors, ça, c'est quand ça se passe bien. C'est ce qu'on appelle le concept d'espèce monotypique. Il n'y a qu'un seul type. Et donc, c'est plutôt simple. Or, des fois, c'est extrêmement dur d'avoir un seul type. Parce qu'on a énormément de variations au sein de ce que l'on reconnaît comme la même espèce. Encore une fois, ce matin, on a dû en parler avec des papillons. Donc, par exemple, ici, je vous montre l'espèce Parides erythalion, où on a 21 spécimens types. 21 spécimens types. Alors, c'est ce qu'on appelle l'espèce polytypique. Il y a plusieurs types. Et comment on se débrouille avec ça? On va créer des sous-espèces. Puis si ça ne marche pas encore bien, on pourra éventuellement créer des variants. Et puis, on va créer comme ça plein de choses. Ce qui fait que, OK, on a une espèce, 21 sous-espèces, très bien, mais qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? C'est qu'on va avoir une révision systématique, et puis on va élever ces sous-espèces au rang d'espèces. Alors, on va en parler, hein. Ça, on appelle ça l'inflation taxinomique. C'est-à-dire qu'on a une augmentation qui pourrait paraître un petit peu aléatoire du nombre d'espèces. Alors, on va revenir sur cette inflation taxinomique, hein. Mais c'est ce qui fait, c'est comme ça qu'on peut expliquer le paradoxe entre l'augmentation du nombre d'espèces et les menaces sur les différents groupes. Alors, je vais vous donner un petit exemple un petit peu, mais avant, on va se poser la question, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour reconnaître une espèce? Alors, je vais prendre la citation de ce monsieur, Colin Groves, qui était systématicien, hein, qui a fait beaucoup pour la taxinomie des mammifères, et en particulier des primates, et qui avait une phrase assez drôle. Il disait, voilà, il y a deux solutions. La première, c'est de mettre ses habits de terrain, prendre des jumelles, se balader un peu partout, en regardant tout ce qui bouge ou ce qui ne bouge pas, jusqu'à dire, mais bon sang, je ne connais pas ce truc-là. Là, on découvre une nouvelle espèce. La deuxième, elle fait moins rêver. C'est d'ouvrir des tiroirs, c'est d'ouvrir des congèles, c'est d'ouvrir des tubes à essai. Et c'est de revenir au matériel qui a été collecté par le passé. Donc, je vais vous illustrer un petit peu ce qu'on a fait. Moi c'est plutôt cette méthode-là que j'ai employée. Je vais vous illustrer un petit peu ce qu'on a fait sur les galagos. Toujours, on a pas mal travaillé avec des collègues sud-africains sur les galagos. Et bien, ces galagos, ici, vous avez une illustration. Ils se ressemblent un peu tous. C'est un peu tout la même chose, hein. Donc c'est très très compliqué de savoir qui est qui. Alors, pour pouvoir s'y retrouver, déjà on peut utiliser une chose très très simple, qui paraît très très simple, c'est la distribution. Et par exemple, parmi ces galagos, on voit très bien qu'on a un groupe qui est distribué en Afrique de l'Ouest et centrale, et puis on a un autre groupe ici, qui est distribué plutôt en Afrique de l'Est. Alors ça veut dire passer du temps sur le terrain. Ça veut dire faire des observations. Ça veut dire que ça paraît très très simple, mais c'est extrêmement compliqué. Ensuite, l'outil un peu magique,
c'est la phylogénie, c'est les molécules, c'est ce que nous donne comme signal l'ADN. Donc on va pouvoir retracer les liens de parenté entre les différents taxons. On va pouvoir aussi retracer plus que ça, c'est-à-dire retracer l'histoire de ces taxons. Alors on peut même utiliser les fossiles pour calibrer un peu les branches de ces choses-là. En tout cas, ça va nous donner une indication sur la ressemblance entre les différentes populations qu'on va pouvoir identifier. Mais ça veut dire déjà qu'il faut, avant de les identifier, il faut les échantillonner. Donc là, on a fait ça sur les galagos. Et donc, vous voyez, sur les galagos, voilà, ça c'est au sens très, très, très général, tous les galagos. Vous voyez qu'il y a des noms de genre un peu bizarres. C'était un groupe bazar, où on avait tout casé. Il y avait les petits galagos, les grands galagos, les galagos nains, personne s'y retrouvait. Donc on a fait une bonne révision, ça va déjà un petit peu mieux. Et donc les molécules nous ont dit que voilà, il y a 3 groupes, en gros, qui nous intéressent ici, avec le genre Galago, le genre Galagoides, puis un autre groupe qui n'était pas vraiment défini, qui correspond aujourd'hui, qu'on a défini, au genre Paragalago. Ok, 3 grands groupes, nous disent les molécules. Alors, si on associe à ça, parce que souvent ça ne suffit pas, les molécules, elles nous envoient un signal. Mais est-ce que ce signal, on va pouvoir le retrouver à travers d'autres proxys? Donc si on associe à ça la morphologie, on a échantillonné à peu près tous les galagos qu'il existe dans tous les musées du monde. Donc vous voyez qu'il n'y en a quand même pas énormément. On a un petit peu plus de 600 spécimens. Il y en avait 800 et quelques. Il y en a pas mal qui sont cassés. On n'a pas pu regarder. Bref, je vous épargne toute la soupe. Mais on arrive plutôt bien à distinguer ici les petits points noirs qui correspondent au genre Galago, les triangles rouges au genre Galagoides et les croix vertes, c'est ce nouveau genre qu'on a défini, le genre Paragalago. Alors, bon, ça marche bien comme ça. Mais encore une fois, je vous ai dit tout à l'heure, il faut des caractères diagnostiques. C'est ça qui intéresse les gens. Comment est-ce que je vais pouvoir reconnaître mes animaux de façon facile et pratique? Or là, ces mesures, elles ne sont pas faciles et pratiques. Il faut les faire. Il faut un traitement statistique un petit peu compliqué derrière, qui va nous donner des différences. Mais comment on va pouvoir revenir à des différences morphologiques assez simples à exploiter? C'est pas facile. Alors, sur ce groupe, il y a plein de choses qui ont été proposées. Déjà, les gens, classiquement, regardent les variations de couleur du pelage. Or, ici, on a plusieurs espèces. Il y en a très peu des variations de couleur du pelage. Et les peaux dans les musées, je ne sais pas si vous êtes déjà allé voir les peaux dans les musées, mais ça vaut le coup d'œil, c'est quelque chose. En général, c'est un petit coin un peu où les gens ne vont pas trop, c'est un peu miteux, ça sent bizarre. On se lave bien les mains après être allé voir les peaux. Donc ça ne marche pas bien, en tout cas. Là. Alors, il y a pas mal de gens qui ont travaillé sur ce groupe-là. Par exemple, si on regarde la structure des poils, des écailles de kératine sur les poils, manifestement, c'est possible de distinguer quelques groupes. Pas facile. Si on regarde aussi la taille et la distribution de sortes de petits coussinets à l'intérieur des mains, il semble qu'il y ait quelque chose. Pas facile non plus, et il semblerait maintenant que ça ne marche pas très très bien. Enfin, un autre exemple un peu rigolo. Il y a pas mal d'études qui ont publié des différences dans le nombre et la distribution des épines sur le pénis des galagos. Et on voit bien qu'on a des différences. Sauf qu'après coup, si on regarde vraiment dans le détail, déjà, il faut choper l'animal, lui demander un peu d'effort. Bon. Et si on regarde vraiment dans le détail, ici, on a à peu près autant de pénis que de clitoris. Donc, c'est pas terrible non plus. Donc, c'est vraiment compliqué de trouver des caractères diagnostiques. Alors, je vais vous illustrer un truc qui marche plutôt bien chez ces animaux-là. Donc, on voit, ils se ressemblent plus ou moins. On a 2 espèces ici. Ils se ressemblent plus ou moins. On voit bien celui-là, il a un petit peu plus les oreilles, le bout des oreilles noires, puis la queue un petit peu plus noire que l'autre. Sauf que c'est des animaux nocturnes. Et que sur le terrain, ça ressemble à ça. Donc, c'est
extrêmement dur. Donc ces deux taxons ici, en plus, on les trouve au même endroit. Celui-là, là, Paragalago-Granti, c'est la distribution en bleu. Et puis Zanzibaricus, c'est les petits points jaunes avec tous les points d'interrogation jaunes. Ouais. Alors il y a un truc qui marche plutôt bien et qui est plutôt original chez les mammifères, c'est les vocalisations. Donc je vais essayer de vous faire entendre ces trucs-là. Je ne sais pas si ça va marcher. Est-ce qu'il y a du son à l'ordinateur ? Ah oui, non, pardon, c'est sur mon ordinateur. Voilà. Donc on va y arriver. Non, ça devrait marcher. Vous allez entendre couiner les petits galagos. Alors, on va mettre du son. Donc voilà les vocalisations de Paragalago-Granti. Ouais, c'est fini. On n'entend rien. Vous n'entendez pas, hein. Alors je vais le... Voilà. C'est un peu la poule d'eau. Alors Zanzibaricus, voilà. Donc ça marche bien. Et les gens qui travaillent sur les oiseaux, c'est des choses assez classiques, hein. Pour les primates, c'est un petit peu moins classique. Ça marche bien. Mais ça marche bien pour un type de vocalisation. Donc ça veut dire qu'il faut connaître le répertoire de chaque espèce, hein, et puis savoir quel type de vocalisation marche le mieux. Il n'empêche que c'est un des caractères qui va permettre une reconnaissance spécifique des animaux. Et ça encore, c'est compliqué dans une diagnose. Donc on publie des sonogrammes, on publie des choses comme ça, mais c'est un peu compliqué. Alors, on pourrait se poser la question, pour conclure, ce qu'on me demande de conclure. D'abord, l'inflation taxinomique, on l'a vu, ça avait l'air un peu artificiel. Est-ce que c'est artificiel ? Deuxième question, est-ce qu'il est nécessaire de définir des espèces ? Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'on a besoin de ces espèces ? Si c'est si compliqué. Enfin, quel est le rapport avec la 6e extinction ? Alors, à la première question, l'inflation taxinomique n'est probablement pas artificielle, parce qu'on voit que c'est difficile de bien estimer la diversité biologique, la diversité spécifique en tout cas, et que c'est l'utilisation de plein de méthodes et de la combinaison de plein de méthodes qui va nous permettre d'éclairer de mieux en mieux la complexité entre les taxons. Est-ce qu'il est nécessaire de définir des espèces ? Moi, j'ai plein de collègues qui font, par exemple, la génétique des POP et qui me disent « ça ne sert à rien ». Moi, je m'en fiche des espèces. Moi, je travaille sur des populations. Alors, ce qui m'intéresse, c'est la population ou l'individu même. Mais l'espèce, ça ne me sert à rien. Sauf qu'on sait bien que ce cadre spécifique, il est dans de très grands cas primordiaux, et notamment pour la mise en place de mesures de conservation. Pour la conservation, ce cadre spécifique, il est absolument nécessaire. Quel est le rapport avec la 6e extinction ? On sait que si la biodiversité, c'est dur à définir, c'est aussi dur à estimer. Et on a vu que ça pose des problèmes. Ces problèmes peuvent être pratiques, mais aussi théoriques. On revient à des concepts qui sont très théoriques, comme le concept d'espèce. J'ai fini, donc merci de votre attention. Et puis, demain à 11h30, il y a une communication qui va traiter aussi de ce problème-là, ce qui montre que c'est quand même quelque chose d'assez important. Le paradoxe de la connaissance taxonomique, une liste des espèces qui s'allonge alors que les espèces disparaissent. Merci beaucoup. Bien. Donc tu m'as eu parce que j'étais capté, du coup j'ai pas regardé la montre, du coup j'ai tout laissé défiler. Bon, c'est une bonne stratégie. Alors du coup on a place pour une question. Alors voilà, allez. Lorsqu'on a deux espèces voisines qui ont des vocalisations très différentes. Attends, vas-y. Pardon. Est-ce que lorsque les vocalisations sont très différentes, est-ce que
de ce fait, les deux espèces ne se comprennent pas et ça serait une cause d'isolement. Alors oui, c'est la reconnaissance spécifique. D'ailleurs, il y a un concept d'espèce qui a été défini par Patterson dans les années 50, je crois, ou 60, de reconnaissance spécifique. C'est-à-dire que pour pouvoir me reproduire avec mon partenaire, je vais reconnaître mon partenaire. Donc ce n'est pas une histoire de on va pouvoir se reproduire, oui, non. Bien sûr, on va pouvoir, mais il faut que je puisse reconnaître mon partenaire. C'est ça la limite de l'espèce. Donc oui, probablement c'est ça. On va pouvoir s'isoler à travers la communication. Ça marche.